Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. On est à Paris, le 16 juin 1995, aux alentours de 23h. Elisabeth Ortega, une jeune fille de 23 ans, est en train de rentrer chez elle. Elle vient de passer la soirée avec des amis avec qui elle a dîné, puis elle est sortie danser. Elle ne voit pas l'homme qui la suit dans la rue. Alors qu'elle est en train de monter les marches de son immeuble en direction de son appartement, une masse se jette sur elle. Il pose un couteau sous sa gorge, la menace et l'oblige à lui ouvrir la porte de son appartement, dans lequel il pénètre avec Elisabeth. L'homme l'oblige à descendre dans sa chambre dans le noir. Elisabeth a peur pour sa vie. Elle se dit qu'il est sûrement là pour la tuer. L'agresseur lui dit qu'il est en cavale et qu'il cherche un endroit où passer la nuit. Il dit aussi qu'il n'a peur de rien, il n'a rien à perdre. Il attache alors Elisabeth et on dirait qu'il s'apprête à la violer. Il va alors se rendre compte qu'à l'étage, il y a une petite lumière allumée. Et lui, il veut l'obscurité totale pour éviter d'attirer les regards. Il monte alors le petit escalier qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, et à ce moment-là, Elisabeth a un réflexe incroyable. Elle se défait de ses liens et saute par la fenêtre de sa chambre. Elle court dans la rue et se réfugie dans un bar avant de prévenir la police. Elisabeth vient d'échapper à Guy Georges, un tueur en série qui à ce moment-là a déjà violé et tué 4 femmes. L'épopée sanglante de Guy Georges commence en 1991. Guillaume, un jeune homme qui vit à Paris, s'inquiète de n'avoir aucune nouvelle de sa petite amie qui s'appelle Pascale Escarfaille. C'est une jeune étudiante en droit qui est sérieuse et qui prévient lorsqu'elle s'absente. Son copain sait qu'il s'est passé quelque chose quand elle ne lui donne plus de nouvelles. Il décide alors de prévenir la police. Le 25 janvier 1991, à minuit, les policiers se rendent à l'appartement de Pascale et ils défoncent la porte. Ils en ressortent livides. Pascale a été retrouvée morte chez elle. Il est clair pour les policiers qu'il s'agit d'un meurtre. Pascale est retrouvée dénudée et elle a plusieurs plaies béantes au cou. Il y a des traces de sang partout sur les murs. Par contre, les policiers ne remarquent aucune trace d'effraction au niveau de la porte, ce qui veut dire que Pascale a ouvert à son meurtrier. Ils pensent d'abord à ce qu'on appelait avant le crime passionnel. Guillaume est un suspect à leurs yeux, d'autant plus qu'en menant une perquisition chez lui, ils retrouvent un écrit très étrange. À l'aide d'une machine à écrire, Guillaume décrit une scène de meurtre sous la forme d'un synopsis de film. Ce qu'il décrit ressemble étrangement au meurtre de Pascale. Guillaume est placé en garde à vue et il est interrogé. Mais pour le soir des faits, il a un alibi, qui est confirmé par d'autres personnes. Il ne peut donc pas être l'assassin de sa petite amie Pascale. En enquêtant, les policiers pensent qu'elle a été suivie par un homme dans la rue alors qu'elle rentrait chez elle. L'homme qui la suivait a pénétré dans son immeuble juste derrière elle. D'ailleurs, ses voisins ont entendu du bruit dans l'appartement cette nuit-là. L'enquête permet aussi de relever que les mains de Pascale ont été attachées avec du sparadrap. Le meurtrier a découpé ses vêtements à l'aide d'un couteau, en suivant une forme assez particulière. Le pantalon est découpé en forme de Z, et le soutien-gorge de Pascale a été découpé pile entre les deux bonnets. L'autopsie permet aussi de savoir que Pascale a été violée, et elle a été tuée de 3 coups de couteau portés à la gorge. Comme rien n'a été dérobé dans l'appartement et que Pascale ne connaissait sûrement pas l'agresseur, le mobile du meurtre est très certainement sexuel. Pascale est la première victime d'une longue série. À ce moment-là, on ne parle pas encore de tueur en série, puisqu'il semble n'y avoir qu'une victime de ce modus operandi, c'est-à-dire des particularités qui signent le meurtre et auxquelles s'attachent les enquêteurs. Dans l'affaire du meurtre de Pascale Escarfaille, les policiers en notent plusieurs. Le fait d'avoir suivi la victime, de l'avoir attachée avec du sparadrap, la découpe singulière en forme de Z, également le viol, cela permet de supposer que le meurtre a un motif sexuel, et enfin l'utilisation d'un couteau pour menacer, torturer, puis tuer la victime. Tous ces éléments sont importants, puisqu'ils permettront de rattacher l'affaire Escarfaille à d'autres agressions. En avril 1992, soit 1 an après l'affaire Escarfaille,
une autre femme du nom d'Éléonore est attaquée dans un hall d'immeuble. Elle parvient miraculeusement à s'échapper et à prévenir la police. Guy Georges sera arrêté et condamné à 5 ans de prison, dont 3 années avec sursis pour cette agression, et il sera libéré après 1 an et demi de détention. Mais cette attaque n'est pas reliée au meurtre de Pascal, bien que certains éléments similaires soient présents. Par exemple le fait que la victime ait été suivie dans un hall d'immeuble ou encore la présence d'un couteau. Seulement 2 mois après sa libération pour l'agression d'Éléonore, Cathy Rocher, une jeune femme de 27 ans, est tuée dans un parking souterrain, boulevard de Reuilly, dans le 12e arrondissement. Elle a été violée. C'est son employeur qui a découvert le corps. Il était inquiet car il ne l'avait pas vue au travail depuis 2 jours et il a alors décidé de se rendre chez elle. Dans le parking souterrain de Cathy, il se dirige vers sa voiture et voit son corps à l'intérieur entre les sièges avant et les sièges arrière. Tout l'habitacle du véhicule est maculé de sang. L'autopsie démontre que l'auteur des faits a eu des gestes de torture envers Cathy. Avec un couteau, il lui a porté plusieurs coups non mortels. Sur les lieux du crime, les policiers ne relèvent que peu d'éléments. Pas de traces d'empreintes, pas d'ADN. Le portrait robot d'un homme qui a été aperçu dans le parking par des voisins est effectué. Ils décrivent un homme blanc d'une 30aine d'années. Les enquêteurs suivent cette piste, qui est en réalité la seule qu'ils ont. Ils arrêtent plusieurs personnes, les interrogent, mais il ne se passe rien. Les enquêteurs n'arrivent pas à mettre la main sur le tueur de Cathy. 6 jours après ce meurtre, il agresse une animatrice radio avec un couteau. Encore une fois, la victime parvient à s'échapper et à prévenir la police, mais l'auteur des faits ne sera pas arrêté. Le 8 novembre 1994, Elsa Benadi, une femme de 22 ans, est tuée dans le parking de sa résidence dans le 13e arrondissement de Paris. C'est son frère qui la découvre, après n'avoir pas eu de ses nouvelles. Elle aussi est retrouvée entre les fauteuils avant et arrière de sa voiture. Elsa n'est pas complètement déshabillée, mais ses sous-vêtements sont baissés. Elle aussi a été violée et torturée, tout comme Cathy Rocher. Les 2 affaires sont donc rapprochées, et le même service se charge de l'enquête. Les policiers commencent alors à penser à un tueur en série, donc très certainement quelqu'un qui n'est pas un proche des 2 victimes, ce qui complique d'autant la tâche, puisqu'il peut s'agir de n'importe qui. Mais dans l'affaire Benadi, les policiers ont un peu plus de chance. Ils retrouvent une trace de sang, qui n'est pas celui d'Elsa, sur un prospectus. Il s'agit donc probablement du sang de l'auteur, qui permet d'identifier le code ADN du tueur. Mais comme le fichier des empreintes génétiques n'existe pas, on ne peut pas, comme on le fait aujourd'hui, le rentrer dans une base de données pour voir si on ne connaît pas déjà l'ADN. Bien que les affaires Rocher et Benadi soient reliées, celle de Pascal Escarfagne n'est pas confiée au même service. À ce moment-là, on n'a pas encore fait le lien avec ce premier meurtre. Et seulement 1 mois après le meurtre d'Elsa Benadi, le 10 décembre 1994, il recommence. Une architecte néerlandaise du nom d'Agnès Nieschamp, de 33 ans, est tuée à son domicile du 11e arrondissement parisien. C'est son compagnon qui la retrouve. L'autopsie permet de savoir qu'elle a également été violée. Le tueur l'a repérée alors qu'elle rentrait d'une soirée avec une amie. Dans son sac à dos, il a tout préparé, un couteau et du sparadrap pour lui attacher les mains. Lorsque Agnès entre dans son immeuble, il la suit, mais trop tard, Agnès a déjà refermé la porte. Il décide tout de même d'attendre devant, et lorsque Agnès ressort de chez elle, il saute sur elle et recommence son rituel macabre. Les coups de couteau pour torturer sa victime, les mains attachées avec le sparadrap, la découpe des sous-vêtements, le viol, puis le meurtre pour achever sa victime. Sur le corps d'Agnès, un ADN est retrouvé dans une trace de sperme. L'ADN ne peut pas être identifié, mais les enquêteurs le surnomment SK1 pour Serial Killer 1. Cette trace est comparée à celle qui a été retrouvée dans le véhicule d'Elsa Benadi. Et là, ça ne matche pas. Les policiers pensent donc qu'ils n'ont pas affaire au même tueur dans les 2 meurtres. L'enquête démontrera plus tard qu'ils avaient tort. La trace de sang retrouvée dans la voiture d'Elsa Benadi n'avait en fait rien à voir avec son meurtre. C'est 6 mois après le meurtre d'Agnès Nieschamp que le même homme agresse Elisabeth Ortega, dont je vous ai parlé en introduction de cet épisode. Comme elle est la seule à avoir vu son visage, interrogée par la police, elle tente de décrire l'homme qui l'a agressée afin d'en faire un portrait robot.
Si l'on a pendant longtemps pensé qu'il s'agissait d'un bon moyen pour retrouver l'auteur d'une infraction, aujourd'hui on sait que les portraits robots n'aident que très peu à faire avancer une enquête, et ce pour de multiples raisons. Déjà, les descriptions physiques sont très subjectives. La victime doit désigner chaque partie du corps parmi des modèles déjà prédessinés que lui présente un policier, modèles qui ne correspondent pas toujours exactement à la réalité. Par ailleurs, dans le cas d'Elisabeth, on imagine facilement le stress et l'angoisse qu'elle a traversé pendant son agression. Ça peut participer à modifier ou complètement supprimer certains souvenirs. C'est ainsi qu'Elisabeth décrit un homme maghrébin au policier, alors qu'on apprendra plus tard que l'homme qui l'a attaqué est métis. C'est l'enfant d'un homme afro-américain et d'une femme blanche. Une trace ADN est prélevée dans l'appartement d'Elisabeth qui a réussi à s'enfuir. En effet, l'homme qui l'a agressée a fumé une cigarette et y a déposé sa salive. Mais aucune arrestation n'est faite, et les pistes sont à la fois nombreuses et très rares. L'identification de l'auteur est d'autant plus difficile qu'à cette période, il vit comme un marginal, n'a pas de domicile fixe et il erre de squat en squat. Le 8 juillet 1995, Helen Frynking, une femme de 27 ans, est violée et tuée dans son appartement alors qu'elle rentre d'une soirée. C'est à ce moment-là que les services de police commencent à recouper certains éléments et à réaliser qu'ils ont probablement affaire au même tueur dans les 5 affaires, puisque le mode opératoire est très similaire, voire identique. Et la police détient aussi un élément indiscutable. Sur 3 scènes de crime, le même ADN masculin a été prélevé. Par ailleurs, dans l'appartement d'Helen Frynking, la police a prélevé une trace de pied grec dans une tache de sang, c'est-à-dire un pied avec le 2e orteil plus long que le premier. La presse commence à faire le relais de cette information et on commence à évoquer le tueur de l'Est parisien, ce qui sème la panique chez les femmes qui vivent dans la capitale. Mais évidemment, le plus inquiétant, c'est le fait que l'auteur n'a toujours pas été arrêté et qu'il peut recommencer à tout moment. Mais enfin, le 25 août 1995, les policiers sont mis sur la piste de Guy Georges après l'agression manquée d'une jeune femme dans le quartier du Marais. La victime crie et se débat, et l'auteur prend alors la fuite, mais il perd son portefeuille. C'est grâce à ce dernier qu'on va retrouver Guy Georges, qui est placé en détention provisoire après avoir été reconnu par la victime, qui le désigne comme étant l'homme qui a tenté de l'agresser. Certains policiers se demandent alors s'il ne pourrait pas être le tueur des parkings. Son ADN est prélevé, mais étonnamment, il n'y aura pas de concordance avec l'ADN que la police a en sa possession, et ce pour une bonne raison. L'ADN de Guy Georges est comparé à la trace retrouvée dans la voiture d'Elsa Benadi, et encore une fois, plus tard on apprendra que cette trace de sang n'avait rien à voir avec le meurtre. Et là c'est encore plus lunaire, puisqu'on va aussi décider d'enquêter sur lui à propos des meurtres dans les appartements, puisqu'on pense encore à ce moment-là qu'il s'agit de 2 auteurs différents. Il y aurait un tueur des parkings et un tueur des appartements à Paris. Le service qui s'occupe des meurtres de Agnès Nieschkamp, Helen Frynking et de l'agression d'Elisabeth Ortega interroge Guy Georges, qui nie les faits. Par ailleurs, son pied ne correspond pas à la trace qui a été retrouvée. Et enfin, Elisabeth Ortega, la victime qui a réussi à s'échapper, ne le reconnaît pas. Son ADN n'est donc pas comparé à celui retrouvé sur ces scènes de crime. C'est évidemment un raté énorme. Par 2 fois, le tueur était juste sous les yeux des policiers, mais ces différentes coïncidences malheureuses font que Guy Georges ne sera confondu pour aucun des 5 meurtres, alors qu'il en est bien l'auteur. Guy Georges n'est donc condamné que pour l'agression du Marais à 30 mois d'emprisonnement ferme et libéré après moins de 2 ans. Et après sa libération, il ne s'arrête pas. Il se sent désormais invincible. Même arrêté par la police et soupçonné d'être le tueur de l'Est parisien, il parvient à s'échapper à chaque fois. Ce sentiment de toute puissance l'amène à continuer, et 3 mois après sa libération, en septembre 1997, il viole et poignarde une étudiante de 19 ans, Magali Sirotti, qui vivait dans le 19e arrondissement de Paris. C'est la 6e fois qu'il tue, sans compter évidemment toutes les autres agressions et viols. Dès l'arrivée sur la scène de crime, les policiers savent déjà qu'il s'agit du même homme. Magali est retrouvée sur son lit avec les mêmes blessures que les autres victimes. D'autres agressions entre guillemets manquées suivront, c'est-à-dire des agressions où il ne parvient pas à violer la victime, ou bien des agressions où il ne va pas jusqu'au meurtre, souvent grâce à l'immense courage et à la résilience des victimes qui crient, se débattent et l'obligent à prendre la fuite. Sa dernière victime connue est Estelle Magde, qui a 25 ans au moment des faits.
le 16 novembre 1997, il la viole puis la poignarde à mort dans son lit. Un ADN est retrouvé, c'est le même que celui du tueur des appartements, c'est-à-dire l'ADN SK1 des affaires Nieschkamp, Ortega et Frinking. Le journal Le Parisien décide, à la 7e victime, d'informer sur la présence d'un tueur en série dans la capitale. Le portrait robot qui a été établi est également relayé par la presse. On parle du tueur de l'Est parisien ou encore du tueur de la Bastille. C'est seulement à la fin de l'année 1997 qu'une seule instruction sur les meurtres sera ouverte, puisque l'on est désormais sûr qu'il s'agit du même homme qui a violé et tué les 7 femmes, que ce soit dans les appartements ou dans les parkings. Le juge d'instruction Gilles Bertil va mener des comparaisons ADN de très grande envergure, ce qui est encore rare à l'époque. Dès qu'un homme est arrêté et interrogé pour des faits similaires, son ADN est comparé à celui du tueur de l'Est parisien. Par ailleurs, le juge d'instruction prend la décision d'envoyer l'ADN du tueur à tous les laboratoires de biologie moléculaire afin de vérifier si dans leurs fichiers, ils n'ont pas déjà analysé cet ADN par le passé. C'est en quelque sorte l'ancêtre d'une recherche dans un fichier. Et quelques mois plus tard, le centre hospitalier de Nantes parvient à identifier l'ADN SK1 comme étant celui de Guy Georges. L'ADN de ce dernier avait été prélevé en 1995, mais le résultat s'était avéré négatif. Une fois l'auteur des faits identifié, l'enquête doit maintenant parvenir à le localiser. Comme je vous le disais, Guy Georges n'a pas d'adresse fixe. Il a un mode de vie très marginal et il squatte les endroits abandonnés de la capitale au fur et à mesure des opportunités. Il ne travaille pas. Pour se nourrir, il compte sur les autres, ou bien il vole dans les supermarchés. La police parvient toutefois à le localiser et lance secrètement une opération pour l'arrêter. Elle compte évidemment sur l'effet de surprise. Mais tout a failli capoter, puisque le matin prévu pour l'arrestation, la radio RTL lance un bulletin avec le nom de Guy Georges, alors que ce dernier ne sait pas qu'il est recherché. Par chance, il est repéré le 26 mars 1998 vers 12h30 par 2 policiers en patrouille qui le repèrent près de la station de métro Blanche. Il est arrêté, menotté et immédiatement placé en détention provisoire. Maintenant qu'il est arrêté, évidemment, on veut en savoir plus sur celui qui est considéré comme l'un des pires tueurs en série. Guy Georges, de son vrai nom Guy Georges Rampillon, est né le 5 octobre 1962. Son père est un soldat américain qui était en France au moment d'une mission et a eu une aventure avec une femme française qui travaillait dans un bar. Guy Georges n'a donc jamais connu son père. Quand il a 2 mois, sa mère décide de le confier à ses grands-parents, se sentant elle-même incapable d'en prendre soin. Mais l'enfant sera abandonné et confié à une famille d'accueil dès son plus jeune âge. Les conditions d'accueil de Guy Georges sont assez compliquées. Sa famille adoptive n'est pas bienveillante avec lui et fait une différence entre les 7 enfants biologiques et les enfants qu'ils accueillent. Par exemple, il ne part pas en vacances avec eux. De même, sa couleur de peau semble avoir été l'objet de remarques racistes. En 1976, alors que Guy Georges n'a que 14 ans, il agresse pour la première fois. À ce moment-là, sa famille d'accueil s'occupe d'une enfant de 14 ans de la DAS. Guy Georges l'agresse sexuellement et la violente avec une barre de fer, avec laquelle il essaye de l'étrangler. Il est chassé de la maison par la famille d'accueil et commence une vie de marginalité et de délit. Il vole, agresse des femmes et est très tôt appréhendé par la justice. Lorsqu'il sort de prison en 1981, il commence à agresser à Paris. Nathalie, une jeune fille de 18 ans, rentre chez elle. Comme pour Elisabeth, un homme la suit et l'agresse dans son immeuble. Il la viole pendant plus d'1 heure et la poignarde. L'agresseur la pensant morte, il la laisse sur place et prend la fuite. Mais miraculeusement, Nathalie a survécu. Tout ça, c'est avant l'affaire du tueur de l'Est parisien, et à cette époque, il n'a pas encore tué. On le pense dangereux, mais apparemment on ne réalise pas vraiment à quel point il est susceptible de recommencer et de tuer s'il en a l'occasion. Interrogé par le juge d'instruction Thiel pour les 7 viols et meurtres, il commence par nier en disant qu'il n'y est pour rien. Mais les policiers, eux, ne vont pas relâcher la pression et l'interroger de nuit pour créer un climat propice à des aveux. Et ils y arrivent. Il avoue d'abord avoir tué Pascal Escarfaille et raconte les détails de la soirée du meurtre. Il confirme l'avoir repérée à la terrasse d'un bar, l'avoir suivie lorsqu'elle rentrait chez elle
puis s'être faufilé derrière elle pour pénétrer dans son immeuble, puis dans son appartement. Et après, il avoue à la suite tous les meurtres dans les appartements. Agnès Nieschkamp, Hélène Frynking, Estelle Magd, Magali Sirotti, c'est lui. De toute façon, il peut difficilement nier puisqu'il y a son ADN sur les scènes de crime. Pour les meurtres dans les parkings, en revanche, il dit que ce n'est pas lui. Pourtant, les policiers sont sûrs qu'il s'agit du coupable du viol et du meurtre d'Elsa Benadi et de Cathy Rocher. Et malgré les interrogatoires, pour ces 2 faits, il tient tête aux enquêteurs. Il sait que son ADN n'est pas sur les lieux du crime, mais le mode opératoire est très similaire. La seule différence tient au fait que les viols suivis de meurtres ont été commis dans un parking souterrain et pas dans un appartement. Il finit toutefois par avouer et raconter en détail les 2 meurtres. Placé en détention provisoire, il tente de s'échapper en sciant les barreaux de sa cellule, mais n'y parvient pas. Son procès s'ouvre le 19 mars 2001 devant la cour d'assises de Paris. Comme devant les policiers, il commence par nier les faits et dire qu'il n'est coupable d'aucun des 7 meurtres. Son argument principal repose sur le fait de dire qu'il est droitier. Or, les coups de couteau ont été portés par un gaucher. Mais une avocate de la partie civile remarque qu'il tient le micro avec la main gauche, qu'il tient les photos qu'on lui présente avec la main gauche. L'avocate lui rétorque alors qu'il est tout simplement ambidextre, et Guy Georges le confirme. Au fil des jours d'audience, et notamment le jour du témoignage d'Elisabeth Ortega, la survivante de l'agression, il finit par tout avouer. Et le 5 avril 2001, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Depuis 2020, c'est-à-dire la fin de sa période de sûreté, il peut présenter une demande de libération conditionnelle, ce qui évidemment ne signifie pas qu'il sera libéré. Mais depuis, apparemment, il n'aurait présenté aucune demande en ce sens. Guy Georges est aujourd'hui âgé de 62 ans et est incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim en Alsace, qui est connue pour être la prison réservée aux très longues peines. Il aurait connu plusieurs relations amoureuses depuis son emprisonnement. Les dernières nouvelles que l'on a de lui viennent de la mère de Jonathan Daval, lui aussi emprisonné à Ensisheim. Elle dit que son fils et Guy Georges s'entendent très bien. Voilà pour l'affaire Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous retrouve la semaine prochaine dans les secrets du crime.